بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2 du chapitre numéro 1, Initiation traitement de signal. Nous sommes arrivés aux signaux usuels. Nous avons toujours, il existe en électronique, et bien entendu en traitement des signaux, certains types de signaux usuels qui sont souvent utilisés. On va commencer par le premier signal, ou bien ce qu'on appelle, c'est la fonction échelon-unité. Nous avons toujours, par définition, que l'échelon-unité de Heaviside est défini par U de t qui est égal à plus 1, c'était supérieur à 0, égal à 0, c'était inférieur à 0, égal à 1 demi pour t égal à 0 par convention. Donc, voici la représentation graphique de notre signal échelon. Donc, il est nul la partie positive pour 0 égale à 1 demi, égale à 1 pour t supérieur à 0. On passe aux deuxième fonction, c'est bien ce qu'on appelle la fonction rectangulaire. Par définition, la fonction recte est définie par la différence de deux échelons. Le premier échelon, il est centré 1 demi, moins le deuxième, le premier échelon centré 1 demi, deuxième échelon centré 1 demi. Donc, c'est U de t plus 1 demi moins U de t moins 1 demi. Est égal à plus 1, c'était en valeur absolue inférieure à 1 demi, égal à 0 pour t en valeur absolue supérieure à 1 demi, est égal à plus 1 demi, bien sûr, si nous avons t en valeur absolue égale à 1 demi, toujours par convention. Voici sa représentation graphique. Donc, elle est nulle de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi. Elle est nulle de 1 demi jusqu'à plus l'infini, est égal à 1 pour t compris entre moins 1 demi et plus 1 demi. Ici, toujours avec la fonction rectangulaire, mais cette fois-ci, elle est généralisée. Nous avons que la fonction rectangulaire de durée grand T, d'amplitude égale à grand A, centrée sur taux, est donnée par rect en fonction du temps, en fonction de l'amplitude, en fonction du centre et de la période, est égale à l'amplitude de notre signal multiplié par rect, t moins le centre divisé par la période. D'accord? Ici, par exemple, vous avez t, c'est la durée de notre signal. Tau, c'est le centre. L'amplitude du signal égale à grand A. Troisième signal, c'est bien la fonction sinus cardinal. Par définition, nous avons le sinus cardinal il a comme définition mathématique le sinus cardinal de x égale à sinus x sur x. Quelles sont les propriétés de ce signal sinus cardinal? C'est que le sinus cardinal de 0 égale à 1, le sinus cardinal de x égale à 0, bien sûr, quel que soit x, est égal à plus ou moins k fois pi. K, c'est un entier naturel non nul. Voici sa représentation, le sinus cardinal. Maintenant, on va voir le sinus cardinal normalisé cette fois-ci. Toujours en théorie du signal, on est souvent amené à considérer la fonction sinus cardinal en fonction de temps. Donc, vous avez le sinus cardinal de f de t est égal tout simplement au sinus pft sur pft. Si nous avons une fonction qui est normalisée, c'est-à-dire son intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre signal sinus cardinal de f de t par rapport à f de t est égal à 1. Nous avons une remarque que l'absence du nombre pi comme argument de la fonction sinus cardinal est constituée un abus de notation fréquemment utilisé en théorie de signal. Nous avons aussi l'or
pour l'impulsion de Dirac maintenant. Lors de la mesure des phénomènes physiques réels, il est impossible de distinguer de grandeurs qui sont très voisines. Quelle est la cause? C'est bien l'imprécision des appareils. Bien sûr, cela nous amène à définir une nouvelle classe de signaux qui sont les signaux presque partout égaux, à l'exception d'un nombre fini de points. Vous avez que la notation, ou bien la notion d'impulsion de Dirac, a été introduite par des spécialistes de la physique des particules dans Paul Dirac pour fournir un modèle de signal qui est d'origine discontinue. On passe à la définition de l'impulsion de Dirac maintenant. Nous avons que l'impulsion de Dirac peut être interprétée comme la limite d'une impulsion rectangulaire de surface unité dont la durée tend vers 0. Donc, vous avez Dirac de t est égal la limite de 1 sur grand T quand t tend vers 0 par recte de t sur grand T. Toujours, nous avons que l'intégrale de l'impulsion de Dirac par définition est égale à 1. Donc, c'est la limite de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. Nous avons aussi que la représentation graphique de l'impulsion de Dirac est obtenue à l'aide d'une flèche verticale placée le point t égale à t0 et de longueur bien sûr égale à 1. Vous avez que le contenu égale à 1, donc l'amplitude tend vers plus l'infini. T0 est un point pour t qui tend vers 0. Attention, la hauteur de la flèche représente non pas l'amplitude de l'impulsion de Dirac, mais aussi son contenu, seule grandeur qui est caractéristique. Quelles sont les propriétés de l'impulsion de Dirac si on parle côté intégration? Nous avons, d'après ce qui précède, que l'intégrale de moins l'infini à t de Dirac de taux des taux égale à 0 pour t négative, égale à 1 pour t positive. Donc, dans ce cas, vous aurez qui est égal à l'échelon U de t. On peut conclure quelle est la relation qui relie l'échelon à l'impulsion de Dirac. C'est que l'impulsion de Dirac égale, c'est la dérivée de l'échelon par rapport au temps. Bien sûr, ceci est vrai car par convention, nous avons U de 0 égale à 1 demi. Donc, si vous avez un signal échelon unitaire qui est défini de 0 à plus l'infini égale à 1, la dérivée de l'échelon, on aura tout simplement une impulsion de Dirac. Nous avons aussi d'une manière générale, pardon, la dérivée de la fonction règle de t par rapport à t. On aura deux signaux rectangulaires, Dirac, deux impulsions de Dirac. Vous aurez la première impulsion de t plus 1 demi moins Dirac de t moins 1 demi. Toujours, nous avons en effet recte définie par deux fonctions échelon unité. Donc, la dérivée de la fonction porte, recte ou bien porte, on aura deux impulsions de Dirac. Donc, vous aurez ici Dirac positif et dans cette partie, vous aurez un Dirac négatif. Maintenant, si nous avons une fonction S de t qui est continue, le point t égale à 0, ou bien le point t égale à t0. Pour 0, on obtient S de t par Dirac de t est égal tout simplement le signal le point 0 par Dirac de t. D'une manière générale, si nous avons S de t multiplié par Dirac de t moins t0, ça revient à S de t0 par Dirac de t moins t0. Toujours, rappelons que Dirac de t égale à 0, bien sûr, pour t différent de t0. Et nous avons aussi que l'impulsion de Dirac, c'est un opérateur d'échantillonnage, car elle permet d'accéder à la valeur d'une fonction pour n'importe quelle valeur de t. On va prendre un exemple de multiplication d'une fonction S de t par une impulsion.
Donc, si vous avez un signal S de t, et vous allez multiplier votre signal par Dirac de t moins t0. Donc, vous aurez le produit de multiplication de S de t par Dirac de t moins t0 est égal tout simplement S le point t0. Maintenant, on passe à la peignée de Dirac. Bien sûr, cette fonction correspond à une suite d'impulsions de Dirac espacées de grand T sur l'axe des temps. Donc, peignée de Dirac, c'est un ensemble de Dirac. Par définition, la peignée de Dirac, c'est Dirac de période grand T de T égale à une somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins K par T. Maintenant, on passe au signaux causal. On va commencer, la définition, c'est quoi un signal causal? On peut définir qu'un signal est causal lorsqu'il est nul pour T inférieur à 0. Il est clair que tous les signaux réalisables physiquement sont causals, bien sûr, ou bien ce qu'on appelle causaux. Vous avez ici un signal qui est causal, donc il est défini de 0 à plus l'infini. Un signal anticausal, donc il est défini la partie négative. Maintenant, on va passer à la définition pour une partie paire. C'est quoi la partie paire et la partie impaire d'un signal? Si nous avons un signal S de t qui est réel, il est possible d'écrire S de t comme la somme de sa partie paire et de sa partie impaire. Donc, vous avez S de t est égal la somme de deux signaux, le signal impair de t plus le signal pair de t. Bien sûr, avec la partie SI de t, c'est bien ce qu'on appelle la partie impaire de S de t. Et S de P, c'est la partie paire de S de t. Et bien sûr, ceci pour n'importe quel signal. On déduit maintenant que la partie paire du signal est égale à n demi de S de t plus S de moins t. Pour la partie impaire, donc on aura tout simplement c'est 1 demi de S de t moins S de moins t. On va prendre un exemple. Si nous avons le signal S de t suivant, donc c'est un signal qui a une amplitude est égale à grand A pour, il est défini, il est égal à 0 moins l'infini à T1, égal à 0 de T2 à plus l'infini. Il a une amplitude égale à 1. L'intervalle entre T1 et T2, sachant que T1 est négative, on peut décomposer notre signal S de T en une partie paire et une partie impaire. Donc, vous avez le signal S de T en bleu, sa partie impaire en vert, d'accord? Et ici, vous avez paire en vert. Ici, vous avez la partie impaire. Si vous faites la somme des deux, la partie paire et la partie impaire, vous récupérez votre signal de départ. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, de cette deuxième partie du chapitre numéro 1. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.